Ouf, le satellite nucléaire soviétique ne retombera pas sur la Terre, il s'est désintégré dans l'atmosphère. À Moscou, Gorbatchev prend tous les pouvoirs, secrétaire général du parti, il devient chef de l'État. En 48 heures, il a éliminé 8 adversaires de sa politique. 5 millions de Français ont vu le film Le Grand Bleu. Le héros existe, il s'appelle Jacques Mayol et nous l'avons rencontré. Un document exceptionnel à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. La clôture des Jeux de Séoul aura lieu cette nuit et vous pourrez la suivre en direct sur Antenne 2 avec la dernière compétition symbole de l'olympisme, s'il en est, le marathon. Étant donné que la France n'espère pas figurer malheureusement en bonne place dans cette épreuve, on peut dès ce soir faire les comptes. 15 médailles, dont 5 d'or pour la France, ce qui place notre délégation au 11e rang des 30 pays qui ont reçu au moins une médaille. L'URSS termina en tête avec 127 médailles devant l'Allemagne de l'Est, 101, et les États-Unis, 89. Les deux dernières médailles françaises, bronze aux 4 x 100 mètres et argent en boxe. C'est celle-ci que nous retiendrons, car pour son détenteur, Laurent Boudouani, elle brille comme de l'or. Une véritable consécration pour ce fils d'une famille de harkis installée dans la région de Sallanches, en Haute-Savoie. Les harkis, ces soldats d'origine algérienne qui se sont battus pour la France en Algérie et qui n'ont pas forcément reçu dans notre pays l'accueil qu'ils étaient en droit d'espérer. Claude Régent. La droite meurtrière du Kényan Wangila a ruiné toutes les espérances de Laurent Boudouani pour une médaille d'or. Il est vraiment fort, vraiment très fort, c'est le meilleur. Laurent Boudouani, France. À Sallanches, cet après-midi, dans le petit quartier ouvrier, tout le monde a partagé la joie de la famille Boudouani. Les amis ont envahi l'appartement. Le magnétoscope passe et repasse les combats de Laurent. Le père Boudouani est encore très ému. Il est plus que fier de Laurent, le plus grand pourvoyeur de coupes et de récompenses d'une famille où les 4 garçons sont boxeurs. On est très content, on est fiers. Pour une fois. Qu'est-ce qui l'emporte, la déception du dernier match ou la joie de la médaille? La médaille. Vu que c'est une petite ville, tout le monde se connaît. On était déjà tous derrière lui avant qu'il parte. Elle a amené le médaille d'argent et puis on sommes très fiers de lui et puis c'est tout. Les copains ne sont pas en reste. Une médaille d'argent a fait de Laurent le grand frère de tout le quartier. Quelqu'un de bien, ouais. Tout le monde parle de lui, c'est un bon boxeur. Des fois, je fais du karaté, moi, là-bas à la salle, je le regarde, tout ça. Et il m'impressionne, ça fait dans son entraînement, tout ça. Super pote, on a pratiquement vécu ensemble. C'est le frère de tout le monde ici. On est vraiment content pour lui. À Sallanches, on prépare la fête, une fête simple et vraie, mardi soir, dès le retour de Séoul de Laurent le médaillé. Une menace de moins au-dessus de nos têtes. Ouf, les soviétiques ont fait savoir officiellement en fin d'après-midi qu'ils avaient réussi à expédier dans l'espace le réacteur nucléaire de leur satellite Cosmos 1900 en perdition, et celui-ci, le satellite, se serait lui-même désintégré dans l'atmosphère. Tout danger est donc apparemment écarté, et ce satellite ne devrait plus nous provoquer de belles frayeurs comme hier soir sur l'autoroute du Nord. Jacques Violet. Panique, psychose, cette grosse boule couverte de petits miroirs réfléchissants et qui dégageait de la fumée a fait penser hier en fin de soirée que Cosmos 1900 venait de tomber sur Terre. Peu avant 21 h, un garagiste qui l'aperçoit sur le bas-côté de l'autoroute du Nord dans la Somme donne l'alerte. On parle de radioactivité, personne n'ose s'approcher, la circulation est coupée, on attend les équipes de secours. 1 heure plus tard, tout le monde est rassuré, l'OVNI n'est qu'un décor de fête foraine tombé d'un camion. Une soirée qui aura prouvé que les services de sécurité étaient bien prêts. Au niveau de tous les services, il n'y a aucun problème, ça fait une bonne manœuvre. Ce matin, Cosmos se rapprochait toujours de notre Terre. Les spécialistes du monde entier suivaient sa trajectoire. En début d'après-midi, une cellule d'information était mise en place à Paris. Mais à 16 h, les techniciens soviétiques annonçaient que le système automatique à bord du satellite avait expulsé le réacteur nucléaire à très haute altitude dans l'espace, où il restera de très longues années. Le reste du satellite s'est désintégré
en rentrant dans l'atmosphère au-dessus du Groenland. Mais sachez quand même qu'il y a au-dessus de nos têtes quelques 7000 objets divers, satellites en état de marche, mais aussi débris de fusées de toutes sortes, et qu'il tombe sur Terre environ 6 tonnes de météorites naturelles ou artificielles par jour, mais sans réel danger. Après la technique soviétique, la politique à Moscou, Mikhail Gorbatchev prend aujourd'hui le pouvoir pour la deuxième fois. Secrétaire général du Parti communiste, véritable numéro 1 d'ailleurs depuis 1985, eh bien comme ses prédécesseurs, il s'est fait introniser ce matin chef de l'État par le Soviet suprême, le Parlement soviétique. Et par la même occasion, il s'est débarrassé de ses derniers adversaires qui comptaient, 8 au total, dont M. Gromyko et le patron du puissant KGB des services secrets, Corinne Pertuis. De plus en plus vite, de plus en plus fort. Convoqués à la hâte jeudi dernier, les députés du Parlement soviétique ont à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait. Dès l'ouverture de la session ce matin, ils ont entériné les décisions prises en 1 heure de temps hier par le plénum du comité central, limogeage et mise à la retraite en série. D'un geste, ils mettent fin à la longue carrière d'Andrei Gromyko, à cet instant aussi impassible qu'à l'habitude. Sans un tremblement dans la voix, celui qui dirigea pendant un quart de siècle la diplomatie soviétique a à peine le temps de rendre hommage à la perestroïka. Mais déjà, Lev Zaïkov, le chef du parti de Moscou, monte à la tribune et propose la candidature de Mikhail Gorbatchev au poste laissé vacant quelques instants plus tôt par Andrei Gromyko. Surprise, dans l'auditoire, on s'attendait à un tel vote au mois de mars prochain. Mais la discipline de parti est de mise. Sous les applaudissements, Mikhail Gorbatchev est élu chef de l'État à l'unanimité. Il cumule désormais cette fonction avec celle de secrétaire général du parti. Mikhail Gorbatchev, qui a manifestement voulu prendre de vitesse ses adversaires, a parfaitement réussi son coup. La séance aura duré 45 minutes. Alors, premier commentaire sur ces changements intervenus à Moscou, Georges Bortoli. Si Mikhail Gorbatchev veut tous les pouvoirs, c'est évidemment pour être le seul maître incontesté du Kremlin, mais aussi dans l'avenir pour rééquilibrer la direction du pays entre le Parti communiste et les organes du gouvernement officiel. Ah oui, tout à fait. Parce que, comme vous le dites, le système soviétique, c'est un système à double commande, n'est-ce pas? Il y a d'une part un gouvernement qui ne gouverne pas, il faut être honnête, parce que derrière le gouvernement, il y a les hauts fonctionnaires du Parti communiste qui, eux, ont les vrais pouvoirs. Bon, alors, dans le projet de réforme des institutions qu'il a annoncé et qu'il a réaffirmé ce matin au Soviet suprême, M. Gorbatchev a l'intention de rendre le parti un petit peu moins interventionniste et les organes du gouvernement, les organes de l'État, si vous voulez, un peu plus autonome. Et je veux dire, il va être bien placé pour arbitrer entre sa main droite et sa main gauche, en quelque sorte, puisque maintenant il est à la fois l'État et le parti. Bon, alors si les organes d'État ont un peu plus de pouvoir, ça veut dire qu'on peut donner aussi un peu plus d'autonomie aux responsables économiques, qui jusqu'à présent ont été complètement tenus en lisière par les responsables politiques, par les choix politiques. Et c'est ça, au fond, qui intéresse le soviétique moyen, parce que bon, M. Gorbatchev change des têtes au Politburo ou ailleurs, mais ce qui intéresse vraiment l'homme de la rue, c'est que le ravitaillement s'améliore. Merci Georges. À l'étranger encore, déstabilisé depuis la mort du général Zia cet été, le Pakistan connaît aujourd'hui des affrontements entre différentes ethnies qui composent le pays. Un premier bilan fait état d'environ 200 morts et presque autant de blessés. Thierry Calmette. Les rues de Karachi au petit matin après une nuit d'émeutes et de massacres. Près de 200 morts selon un quotidien de la capitale pakistanaise. Tout a commencé à Hyderabad, dans le sud du pays. Deux groupes ethniques rivaux se sont affrontés, tirant dans la foule, incendiant et pillant les magasins. 20 personnes abattues à la sortie d'un cinéma vendredi soir et en même temps. Des voitures circulaient dans les quartiers de la périphérie avec à leur bord des tireurs qui arrosaient la foule à l'arme automatique. Les hôpitaux refusaient les blessés à cause du manque de sang pour les transfusions. Ce matin, le gouvernement a décrété le couvre-feu dans les deux villes, mais les autorités restent muettes sur le bilan et les causes exactes de ces émeutes. À 4 jours du plébiscite qu'il a lui-même organisé au Chili, le général Pinochet est toujours en butte aux manifestations de l'opposition. Et pourtant, eh bien, le chef de l'État emploie tous les moyens, vraiment tous les moyens à sa disposition pour l'emporter. Il s'est même livré hier à une autocritique télévisée, ce qui n'est pas, vous le savez,
dans ses habitudes. Valérie Fournier. Depuis la date officielle de sa candidature au plébiscite, le général Pinochet a tout fait pour changer son image de dictateur en démocrate. Hier, lors d'une allocution télévisée, il implorait les Chiliens « Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonnez-moi ». Le général Pinochet semble avoir peur du retour en force de l'opposition. Cet après-midi, une marche pour la joie organisée par les partisans du non a eu lieu à Santiago. Plusieurs milliers de Chiliens ont tenu à dire qu'ils n'oublieront jamais les actes du général Pinochet perpétrés en 15 ans de pouvoir. La campagne électorale se termine officiellement demain et à l'heure du bilan, l'opposition se déclare satisfaite. Les derniers sondages en date sont contradictoires. Il faudra attendre le décompte des bulletins de vote du 5 octobre prochain pour savoir si le général Pinochet doit prendre sa retraite ou s'il obtient une prolongation de son mandat jusqu'en 1997, auquel cas cela porterait à 25 ans la durée de son exercice au pouvoir. En France, la traditionnelle fête du syndicat Force ouvrière à Paris, sur la pelouse de Reuilly, est teintée cette année de nostalgie et même de chagrin pour certains. En effet, son secrétaire confédéral depuis 25 ans, maintenant un quart de siècle, André Bergeron, fait ses adieux officiels. Il doit prendre sa retraite à la fin de cette année. Après Edmond Maire à la CFDT, c'est le deuxième grand personnage du syndicalisme des années 60 qui disparaît ainsi de la scène publique. Maryse Manot, Didier Dard. On regrettera d'été, c'est sûr. Pour vous, qu'est-ce qu'il représente? C'est une longue lutte, ensemble. Une larme d'émotion en guise d'adieu au patron. Pour ceux qui ont connu le Front populaire, le départ de Dédé, André Bergeron, est un crève-cœur. Et cette fête de Force ouvrière a un petit air de nostalgie. Ça fait 15 ans d'affilée que je ne loupe jamais une fête de l'amitié, que je ne loupe jamais les discours d'André Bergeron. Jamais. Je suis toujours là. Je suis infidèle. Évidemment, il va nous manquer énormément. Parce que Dédé, pour nous, c'est le frère. Mais il y a ceux qui attendent son départ sans crainte, car la succession est déjà ouverte. 2 candidats font leur campagne au milieu des stands. Le scrutin sera serré. Le plus voyant, Marc Blondel, est un ancien de la SFIO. Truculent, ce fils de mineur serait sans doute plus progressiste qu'André Bergeron. Plus à gauche, c'est certain. Il n'y a que les bretelles qui sont marquées. Hein. Le slip, pas de problème, c'est les bretelles. À l'opposé, Claude Pitous est discret. Toujours dans l'ombre d'André Bergeron, il aurait la préférence du patron. Il représente la continuité. Jusqu'ici, le secrétaire général n'a donné aucun coup de pouce à l'un ou l'autre candidat. Il aurait pu le faire aujourd'hui, il s'en est bien gardé. L'important à Force ouvrière est de ne pas rompre l'équilibre entre les différents courants. Il y aura quelqu'un d'élu pour me remplacer. C'est le comité confédéral national qui le décidera. Mais je souhaite que, quel qu'il soit, on se rassemble autour de lui. Un adieu en forme de supplique pour conjurer les risques de déchirement dans ce syndicat où le fondateur en était le ciment. Sur un plan strictement syndical, celui-là, Force ouvrière appelle pour les 6 et 7 octobre prochains l'ensemble des agents hospitaliers à la grève, car il considère que les problèmes de salaire ne concernent pas uniquement les infirmières. Statu quo dans le mouvement de protestation des gardiens de prison. Ils poursuivent leur grève du zèle, empêchant notamment les visites. Et la CGT appelle jeudi prochain à une manifestation à Paris. Épilogue provisoire de l'affaire de l'augmentation du tarif des cartes bancaires. Après le Crédit Lyonnais, la BNP a décidé de renoncer. Seule désormais, donc, la Société Générale maintient ses positions. Demain, deuxième tour des élections cantonales. Ce deuxième tour provoquera-t-il un regain d'intérêt de la part des électeurs qui s'étaient abstenus à 50% la semaine dernière? On peut l'espérer. Sinon, on ne pourra guère tirer d'enseignement de ce scrutin. Roland Sicard. 1176 sièges de conseillers généraux à pourvoir, le second tour des élections cantonales va permettre d'établir le rapport de force entre les différents partis qui animent la vie politique. Globalement, l'équilibre ne devrait pas être bouleversé. 2 départements risquent de basculer de la gauche vers la droite, le Tarn et les Alpes de Haute-Provence.
Inversement, la Gironde, l'Allier, l'Isère et l'Indre pourraient revenir à la gauche. En fait, tout dépendra des reports de voix. Première incertitude, l'attitude des électeurs du Front National. Jean-Marie Le Pen a appelé ses partisans à s'abstenir, sauf dans les cantons où les candidats RPR et UDF avaient expressément demandé son soutien. Les résultats de dimanche permettront de mesurer l'emprise de l'extrême droite sur son électorat. Seconde incertitude, les reports à gauche. Presque partout, les désistements se sont faits sans problème. Le scrutin montrera si les électeurs suivent les consignes de leurs états-majors. Une série de tests qui risque pourtant de perdre une grande partie de sa signification à cause d'une dernière inconnue, l'abstention. Dimanche dernier, plus de la moitié des électeurs n'étaient pas allés voter. Le journal Le Monde fait état dans son édition d'aujourd'hui d'un rapport de police confidentiel demandé par le juge d'instruction Grelier dans l'affaire de corruption dans laquelle Michel Droit, membre de la Commission nationale de la communication et des libertés, est toujours inculpé. Pour se défendre, l'académicien aurait produit une série de faux à propos de ses rapports financiers avec le groupe de presse de Robert Hersant. Une information, bien sûr, qui est toujours à prendre au conditionnel. Forcément spectaculaire, l'actualité oublie vite ensuite ses victimes. En juin dernier, souvenez-vous, lors d'une démonstration à Mulhouse, un Airbus A320 s'écrasait au sol, faisant 3 morts et plusieurs blessés. 3 mois après, 3 mois plus tard, des familles de victimes attendent toujours des explications et des blessés les plus graves, leur indemnisation. Delphine de la Selle, Pierre Issosa. Une catastrophe, ce n'est pas uniquement des images brutales, choquantes, dans un journal télévisé. Une catastrophe, c'est la vie qui continue, brisée. C'est un cauchemar qui revient, permanent. C'est l'histoire d'un enfant déjà marqué par le sort, Hervé Lierman. Il avait 14 ans, il était paralysé. Sanglé dans sa coquille, il ne pourra s'extraire de l'avion qui brûle malgré les efforts de son jeune ami. Il n'a peut-être pas crié assez fort, le personnel de bord l'a oublié. Son père, en état de choc, n'a pas voulu nous rencontrer. Un autre enfant est mort, Mariana Barry. Son billet, elle l'avait gagné dans une loterie. Incapable de s'en sortir seule, elle a crié au secours. Une femme l'a entendue, elle s'appelait Marie-Françoise Fraîche. D'après les pompiers, par la suite, ils ont retrouvé le corps, donc ma femme, et de la petite fille qui était pratiquement enlacée. Donc elle a dû, au moment de sortir, la petite fille a peut-être dû se reprendre connaissance, elle a dû crier ou appeler au secours. L'assurance nous a contactés, je sais pas, au moins 15 jours après. Donc en nous demandant de se mettre en rapport avec eux pour constituer un dossier. Et moi, je leur ai répondu qu'actuellement, moi et les jeunes, on est tellement traumatisés qu'on n'est pas en mesure de discuter. 3 morts et ceux qu'on appelle les miraculés. Stéphane, par exemple, un adepte du vol à voile. Aujourd'hui, il souffre de fractures, d'un tassement de vertèbres. Son état ne lui permet pas de poursuivre ses études. Depuis l'accident, j'ai des incapacités physiques, j'ai pas le droit de m'asseoir. Et bon, à cause de ça, j'ai dû interrompre mes études. Et puis, bon, je pense souvent à l'accident. Vous devez retourner à l'hôpital, ça se passe comment? Bah oui, régulièrement, je dois aller refaire des radios. Et pour savoir la suite à donner aussi à mes blessures. Et j'attends prochainement, je dois me rendre de nouveau à l'hôpital pour savoir comment ça va continuer, si je peux m'asseoir ou bien... Derrière la souffrance physique, morale, la machine judiciaire. Des familles se sont portées partie civile. René Meyer, le père de Stéphane, a constitué une association de défense pour les victimes. Son objectif, des indemnisations rapides et conséquentes. Nous sommes absolument dans le flou, nous n'avons absolument rien perçu et nous ne savons pas le montant de l'indemnité que nous percevrons, ni jusqu'à présent, aucune provision n'a été versée par les assurances. Chaque situation est très particulière et donc on peut pas, il n'y a pas de délai. Le délai, c'est dès qu'on peut apprécier l'importance du préjudice. Le procès risque de durer longtemps, plusieurs années peut-être. Les dossiers seront examinés un par un. Les avocats des victimes vont plaider la faute inexcusable. On parle ici d'argent, car pour la justice, tout a un prix, les dégâts matériels comme la douleur. Le sport maintenant. Les femmes conquièrent définitivement un nouveau domaine, celui de la moto, puisqu'au bol d'or du Castellet, un équipage entièrement féminin a pris le départ cet après-midi.
Sur la ligne de départ, justement, 72 hommes et 3 femmes. Thierry Blanco. 2 Américaines et une Française égale l'unique équipage féminin de la plus grande course d'endurance moto du monde. Véronique Parisot, 31 ans, Tony Sharpless et Kathleen Coburn, 2 Canadiennes. Particularité, toutes les 3 sont dingues de sport mécanique sur 2 ou 4 roues. Décontractées dans l'ensemble, les filles, autographes et bonne cuisine, mais attention, sérieuses comme les hommes en compétition, avec un objectif bien précis pour leur première participation au bol. C'est pas nécessaire d'aller très vite. Par contre, si on peut arriver à rouler relativement régulièrement sans que la machine ait le moins de problèmes, on peut espérer au moins finir dans les 10 premiers. Excitation, surexcitation et regardez, premier raté. Départ plus que moyen en queue de peloton, de quoi vous décourager la plus mordue des femmes pilotes. Et pourtant, depuis 15 heures, elles n'ont fait que remonter au classement. Alors, admiration, messieurs. Je préfère quand même la doubler dans la ligne droite que dans les virages. Mais bon, je trouve ça très sympathique. Je pense qu'elles ont leur mot à dire parce qu'elles roulent très bien. Comment vous les trouvez, ces filles? Charmantes. Ben voyons, à suivre, la Yamaha numéro 12, 24 heures, c'est long. Kathleen, Véronique et Tony sont ce soir 32e au classement à 9 tours des motos de tête. C'est déjà une belle performance et sans doute, mais oui, un beau souvenir. Devinez qui partira en tête demain du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 automobile. Pas très difficile, c'est le Brésilien Ayrton Senna devant le Français Alain Prost, tous les deux frères ennemis sur McLaren Honda. Mais qui est donc ce champion brésilien exceptionnel? Un pilote hors pair, sûr, mais aussi un homme tranquille. Lionel Chamoulot. Senna, pole position, la 11e de la saison. Le Brésilien, malgré ce tête-à-queue, est le plus rapide sur un tour. Senna, l'espoir du Brésil, c'est l'enfant chéri. Ses valeurs sont celles qui touchent tout un peuple, comme la famille, ici avec son frère Fernando. J'ai vraiment une super famille, j'aime la vie. J'ai une existence qui me convient. Je n'ai pas de regrets et pas de quoi me plaindre. Je crois que je suis tout simplement un homme heureux. Heureux surtout lorsqu'il va vite sur la piste. À 28 ans, Magic Senna n'a qu'un but, devenir champion du monde. 7 victoires cette saison, mais Prost est toujours menaçant. Alors, Ayrton prend encore plus de risques et il travaille encore plus dur. C'est un maniaque, un obsédé du détail, de la perfection. Il s'inspire de Prost, mais veut aller plus loin. Il n'est qu'à une victoire d'un titre qui devrait chambouler son existence. C'est vrai que si j'étais champion, cela devrait être différent. Mais je suis ce que je suis. Ma vie ne tient pas à un succès. Je fais ce que j'aime et il n'y a pas de raison que cela change. J'ai reçu des principes fondamentaux d'éducation et je continuerai à les suivre. Il n'y a pas de raison de changer. L'œil inquiet de Prost, le Français doit gagner demain pour conserver ses chances. L'explication à Estoril a été sévère entre les deux hommes. Dimanche, elle risque d'être tout aussi musclée. Le voici maintenant, ce document promis dans les titres sur le Grand Bleu, un film de Luc Besson que plus de 5 millions d'entre vous ont vu à ce jour. Ce film, vous ne le savez peut-être pas, est tiré d'une histoire vraie. Le héros, Jacques Mayol, plongeur en apnée, c'est-à-dire sans appareil, est un ami de notre reporter Roger Morino. Le vrai Grand Bleu existe donc et comme cela arrive parfois, eh bien la réalité est plus forte que la fiction. Regardez sur Grand Écran. Le vrai Jacques Mayol, en plongée près d'Haïti. Un Marseillais né à Shanghai, un grand-père âgé de 61 ans. Avec une histoire qui n'a rien à voir avec celle de l'adolescent timide et illuminé décrit dans le film, rien à voir sauf l'amour et les dauphins. Et ce don incroyable, ce coffre, la capacité de rester sous l'eau 5 minutes à des dizaines de mètres de profondeur. Don travaillé et développé aux Indes grâce à un yoga particulier. Bourlingué. Dans les années 50, Jacques Mayol fut bûcheron en Suède, journaliste, chercheur d'or au Canada. Un jour en Floride,
la révélation. Je fréquente ces lieux depuis 1957. J'ai travaillé ici comme plongeur et comme dresseur de dauphins entre 57 et 59. Et je m'étais lié d'amitié, disons. J'ai une affaire romantique avec une dauphin femelle du nom de Clown, qui était la prima donna des lieux. Et je reviens, presque chaque année, je reviens retrouver mes cousins marins. Pour rejoindre les dauphins, Mayol bat des records qu'on préfère appeler expérience. Ici, au large de l'île d'Elbe, à 55 ans, descente à moins 105 mètres. En apnée, c'est-à-dire sans bouteille, sans équipement. Le Grand Bleu devient noir. Une gueuse, disons à l'est, un profond 10 mètres, c'est tout. Sa cage thoracique devrait exploser. Moins 105 mètres, officiel. Autour de lui, les plongeurs témoins harnachés. Mayol, lui, remonte tranquillement, sans s'arrêter. Son cœur ne bat qu'à 20 coups par minute. Le sang se concentre dans le cerveau et la région cardiaque. Un circuit court, comme les mammifères marins. Voilà ce qui physiologiquement lui procure une paix, une extase difficilement exprimable. Une communion. La gueule s'était transformée comme un dauphin, tu vois. Le mouvement de la gueule, je m'imaginais que j'étais sur un dauphin. Voici Enzo, le rival dans la vie comme dans le film. Enzo Maiorca de son vrai nom, italien de Syracuse, 57 ans, grand-père lui aussi et bon vivant. En juillet dernier, il descendait en apnée à moins 101 mètres. Qui est le meilleur? Enzo et Jacques chicanent à propos de quelques mètres. Ne pas penser, se laisser transporter avec les dauphins, c'est le secret de Mayol. En Australie, il l'enseigne aux petits-enfants. Replonger dans l'eau, le liquide originel. Bonjour Nicky, comment vas-tu ce matin? How are you this morning? Tell him. How are you this morning? Give him a little kiss. Give him a little kiss. Don't be scared. Come on, like that. Give me a little kiss, Nicky. Here. Sa fiancée Angela, une danseuse aquatique, a profité des leçons d'amour, de la vie et des dauphins, tel Speedy. Ça fait 6 ans que je le connais, ce dauphin. C'est un dauphin absolument remarquable. De tous les dauphins que j'ai connus, et vraiment, il y a 30 ans que je m'occupe de dauphins. C'est le plus intelligent, le plus copain, le plus vif. Sa compagne est morte il y a 1 mois, et depuis, il souffre il fait des crises de dépression terribles. Et alors nous venons souvent pour lui tenir un peu compagnie, lui faire entendre un peu de musique, ça le calme. Mais notre projet, c'est vraiment de le libérer, de l'amener avec nous à l'île d'Elbe. En liberté totale, il aura le choix, soit de partir, soit de rester parmi nous et de revenir de temps en temps. Speedy, Jacques Mayol, homme, dauphin, mystère. Fabuleux. Ce document commenté par Thierry Calmette est extrait d'un film réalisé par Roger Morino et qui sera présenté, je vous le signale, au Festival mondial de l'image sous-marine du 12 au 16 octobre prochain à Antibes. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, ne manquez pas surtout cette chance. Le tiercé maintenant, il y en avait un cet après-midi qui se courait, il y a même eu 3 gagnants, le 12, le 14 et le 3 comme d'habitude, avec un rapport de 1972 francs, pour ce qui concerne le tiercé du moins, et pour ce qui concerne le quarté, vous allez ajouter un concurrent, vous allez ajouter le 9, non vous n'ajoutez pas le 9, si vous ajoutez le 9, et ça rapporte un peu plus quand même, 13 213 francs 80. Ça, c'était cet après-midi. Pour ce qui concerne demain, eh bien, c'est l'une des plus grandes classiques de la saison, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, qui ne rapportera pas, Pierrette, sans doute beaucoup d'argent aux joueurs, mais en tout cas une belle somme au vainqueur, au propriétaire du vainqueur, 5 millions de francs. Exactement, et puis à plus d'un titre, ce ne sera pas un tiercé comme tous les autres, ce SIGA Prix de l'Arc de Triomphe qui se courra demain après-midi à Longchamp, car ce championnat du monde des pur sang réunit toute l'élite, les plus grands cracks européens. Les vainqueurs de toutes les grandes courses classiques vont s'affronter dans ce match final qui se jouera sur 2400 mètres à distance classique. Alors parmi les 24 concurrents engagés dans ce Prix de l'Arc de Triomphe, il n'y a pas vraiment un favori qui se détache. Côté français, Idiane Rose, la plus belle pouliche, une belle blonde qui appartient à l'écurie Rothschild, sera certainement notre meilleure
meilleures chances. Regardez avec quelle facilité elle s'envole vers la victoire dans le prix Vermeil. Indian Rose, c'est la casaque bleue, toque jaune. Elle laisse sur place Sudden Love et surtout Light the Light qu'elle retrouvera demain dans l'arc. Alors malheureusement, Indian Rose était boiteuse en début de semaine. Alors est-elle tout à fait rétablie? C'est là la véritable question. Le deuxième favori français, nous allons le voir gagner le prix Niel. Il s'appelle Figeur Tango et porte la casaque verte, toque rouge de Mammouth Fustock. C'est un poulain qui a toutes les qualités. Plus c'est dur, plus il est à son aise. Ici, il lutte avec Kayassi, le cheval de l'Agacan, vert, toque verte et bolette rouge, qui termine deuxième et qui sera lui aussi favori de l'Arc de Triomphe Siga. Mais sur cette image que nous allons voir maintenant, regardez bien, c'est le troisième cheval. Voilà, le troisième cheval s'appelle Charob. C'est ce cheval-là qui m'intéresse, car en effet, dans le pronostic que je vais vous proposer maintenant, eh bien, j'ai décidé de ne pas placer un favori en tête de ma sélection, mais plutôt un bon outsider. Il s'agit de Charob, qui porte le numéro 13, qui sera donc en tête de ma sélection, suivi de Kayassi le 11, M. Toto le 4, Tony Bean le 7, Triptych le numéro 10, Diminuendo le 21, Glacial Storm le 19 et Une Fuwen le 12. Merci Pierrette. Juste avant de nous quitter, je vous donne lecture d'une dépêche qui tombe à l'instant, 20h28. L'organisation de la djihad islamique, dans un communiqué publié à l'instant même donc à Beyrouth, annonce sa décision de relâcher un des 4 otages qu'elle détient encore en ce moment au Liban. Parmi ces 4 otages, il y a 3 Américains et un chercheur indien. La dépêche vient de tomber à l'instant, sans doute des développements dans notre dernier journal présenté aux alentours de 23h15 par Philippe Gassot. En attendant, tout de suite après le générique du journal, la météo avec José Blanc-Lapierre. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, 13h. Bonsoir.